Et de retour à bord de Saori, toujours en solitaire. Et nous voici aux abords de Kaditz, que vous voyez au loin. Voilà, on vient de dépasser la baie de Kaditz et on est en train de filer au sud. Donc voilà, écoutez, la navigation se passe à merveille. Ça fait à peu près un peu plus de 4 heures qu'on est parti, 4 heures, 4 heures et demie. On a encore 6 heures à faire sur ce cap, tranquillement. Et voilà, j'espère que je me bats depuis le début pour essayer de garder une bonne vitesse de croisière au-dessus de 4 nœuds pour que Saori quand même avance malgré les faibles conditions d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est chose faite, on a le bon cap et on est largement au-dessus de 4 nœuds, donc pour l'instant on en profite, on avance, voilà, tout simplement. Écoutez, quoi d'autre? Je pense que du coup dans 6 heures il sera 1 heure du mat et on sera difficilement là-bas, je pense, puisque on sera difficilement au bout de ce cap, puisque je pense que ça va mollir dans la soirée, dans la nuit. Il est prévu que ça tombe, donc on verra bien à quelle heure on arrive là-bas. En tout cas, il est fort probable que ce soir on aille à Barbate ou Barbaté, vu que ça sera juste après le cap de Trafalgar. Donc qu'on étudiera peut-être ce soir dans la nuit ensemble pour essayer de trouver le meilleur endroit pour passer au plus court mais au moins dangereux, au plus loin des remous. Donc voilà, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans la navigation. On a mis la retenue de baume puisque désormais on est au portant. Le vent a fait que gentiment d'une, il tourne petit à petit, et en plus de ça on longe une côte qui est un petit peu irrégulière avec des baies, avec des caps, etc. Donc forcément selon certains endroits ça va rentrer différemment, ça va changer un petit peu l'angle du vent, mais très légèrement. Donc il va falloir à chaque fois un peu ajuster, reborder de quelques centimètres, rechoquer de quelques centimètres. Et c'est très agréable, voilà, tout ça en regardant à chaque fois à 0,1, 0,2 de différence au niveau des nœuds, au niveau de la vitesse du bateau. Et on vient chercher comme ça, on vient grappiller quelques précieux dixièmes de nœuds qui vont sur une période de 10 heures forcément faire la différence, quoi. Voire même un nœud si on arrive à être très bon. Que dire d'autre? Écoutez, on est parti donc de Tipiona. Cette fois-ci je le prononce bien, Tipiona. Ce matin, en fin de matinée, c'était très agréable. Et je vous ai montré, on est passé devant ce phare, ce sublime phare, qui m'a fait penser à pas mal de choses parce qu'il était vraiment impressionnant. Une fois, moi j'y suis allé en trottinette, je suis allé au pied de ce phare, prendre des photos et voir un petit peu de plus près. Il est somptueux, hein. Je vous avais invité dans la vidéo précédente à regarder sur internet. Je vous invite à le faire. Et donc voilà, je pensais aux phares, justement, à tous les phares qui ont guidé Saori depuis un certain temps, depuis 2 ans. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je navigue avec elle, mais c'est vrai que j'ai mis quand même beaucoup de temps à profiter de la Charente-Maritime au début, etc. Et ça fait quand même, c'était il y a 2 ans, je pense, qu'on était au Scilly. Ça doit être ça. Ça doit être il y a 2 ans maintenant. Donc c'est vrai que depuis on a vu quand même pas mal de phares. Et du coup je voulais vous en parler un petit peu, vous conter les expériences qu'on a eues et essayer de me les remémorer. J'ai regardé un petit peu sur Google, entre Google Maps, entre Navionics, etc. J'ai essayé de retrouver la trace un petit peu de Saori, puisque sur Navionics mes traces sont enregistrées. Donc je sais où je suis passé, et puis de mémoire, de toute façon c'est des endroits à chaque fois tellement légendaires. Donc après les phares en soi, la liste est très longue, hein. Il y en a peut-être une centaine en tout. Donc on va pas les énumérer tous. Mais je voulais avec vous en profiter pour pourquoi pas en énumérer quelques-uns, peut-être vous donner quelques anecdotes à propos de ces phares. Bon, la plupart sont des phares qui sont iconiques, hein, qui sont légendaires.
forcément placés dans des endroits aussi pour la plupart soit très périlleux, soit placés à des endroits très spectaculaires ou stratégiques au niveau militaire. Enfin, quoi qu'il arrive, des endroits quand même qui ont... il y a quand même quelque chose de très sur ces phares là, en tout cas les grands phares comme ça, il y a vraiment quelque chose d'imposant, de très majestueux. Voilà, je pense que majestueux c'est le bon mot. Écoutez, on va partir, pour faire simple, on va partir du nord pour aller au sud, puisque là, vu qu'on se dirige dans le sud, on va essayer de faire progressif. Et le but, voilà, c'est vraiment de refaire un petit voyage comme ça, rapidement. Je suis en train de m'imaginer un petit peu, pour l'instant, à chaque fois, ben, jusqu'où je suis allé au nord, jusqu'où je suis allé à l'ouest, jusqu'où je suis allé au sud, bientôt jusqu'où j'irai à l'est. Et voilà, et j'ai ce carré comme ça de latitude, longitude qui se dessine autour de l'Europe occidentale. Et ça commence à faire vraiment plaisir de voir un peu ce carré, ces 4 points, et ben, s'agrandir comme ça et arriver à des endroits où je pensais pas forcément aller. Je pensais pas aller forcément très rapidement 50 degrés nord. Et pourtant, quand on était au Chili, vu qu'on était à 49 degrés, quelque chose, 8, du coup, on en a profité pour faire une petite navigation vers le nord et aller toucher les 50 degrés nord. Là, on a passé Péniche et le cap qui était juste en dessous. Je me rappelle plus le nom. Mais en tout cas, juste en dessous, au sud de Péniche. Ah, bah, c'est Sagres, quoi. Ça doit être entre Péniche et Sagres. Il y a pareil le point le plus à l'ouest. Donc pareil, c'est quand même à l'extérieur du Portugal, quoi, à l'ouest du Portugal. C'est difficile de faire plus tant qu'on part pas sur une transatlantique ou qu'on part pas sur ou même sur les Canaries, etc. Mais tout en restant dans l'Europe, entre guillemets, c'est vrai que c'est difficile de faire plus. Sud, bah là on va faire quand même pas mal sud vu qu'on se dirige vers Tarifa. Gibraltar, Tarifa, qui est quand même très sud par rapport au reste de l'Europe, en tout cas de la France et du bassin que je m'imaginais. Voilà, et après on rentrera en Méditerranée et puis là on ira plein est. J'ai déjà quelques idées. J'ai une destination de prévue, mais pour l'instant pas à pas, on verra par la suite. Ça va être déjà assez compliqué de découvrir les joies et les difficultés de la Méditerranée. Donc on va y aller piano piano. Voilà, bon, pour en revenir au phare, parce que c'était quand même un petit peu la discussion d'aujourd'hui. Du coup on part des Scilly, c'était pour vous expliquer un petit peu le cadre, le décor. Du coup on part des Scilly, j'ai vu qu'il y avait Wolf Rock, qui est donc un énorme phare situé au milieu de la mer, qui fait plus ou moins la séparation entre, si je dis pas de bêtises, la mer Celtique et la Manche, et qui est aussi notamment assez proche du DST, donc les autoroutes de séparation des cargos, qui se trouvent du coup entre les Scilly, entre la pointe de sud-ouest de l'Angleterre, hein, pour l'instant vous me situez, on est sur la pointe sud-ouest de l'Angleterre, et les Scilly c'est encore un tout petit peu plus à l'ouest. Et donc forcément là il y a une espèce de Y pour que les cargos puissent se séparer, etc. Bref, à cet endroit là il y a Wolf Rock avec ce fameux phare. Des phares anglais, il y en a plusieurs qui se retrouvent comme ça. J'ai vu qu'il y avait Longside, Long quelque chose aussi, qui était juste à côté, qu'on a passé et qui ressemblait beaucoup. Voilà, dans cette zone là il y a 3-4 phares assez iconiques et qui se ressemblent énormément, qui sont des grosses tours comme ça au milieu de la mer, avec tout barricadé de partout. Il y a en haut, au niveau de la lumière, c'est tout barricadé de grillages tout au-dessus, etc. Il faut les voir sur internet, ils sont assez particuliers. Esthétiquement parlant, c'est peut-être pas les plus jolis, mais ils sont quand même, ils en imposent, quoi. Ils en imposent, ils sont là, ils sont placés à un endroit
qui est extrêmement violent, hein, où viennent s'écraser les dépressions à longueur de basse saison chaque année. Donc forcément il faut qu'il soit costaud. Du coup ils ont mis des grillages de partout. C'est assez particulier, je vous invite encore à les regarder. Par la suite on va descendre, on va traverser directement la Manche, on va arriver en France. Et en France, le dernier phare que j'ai fait, qui était dans la Manche, j'ai pas pu, avec Saori, on n'a pas pu, même si elle, je soupçonne qu'elle a traversé toute la Manche, mais moi avec elle, en tout cas, je n'ai fait que jusqu'à l'Abervrac, donc qui est dans le Finistère Nord. Et à cet endroit-là, vous avez juste qui vous guide jusqu'à l'Abervrac. On était dans la brume. Il y avait des cailloux de partout. C'était assez spécifique justement à cette zone-là aussi, hein. C'est vraiment des cailloux, des hauts fonds horribles, édentés de partout. Le chenal qui passait au milieu. Et de la brume, on n'y voyait que dalle, etc. C'était assez impressionnant. Et donc, qui nous guidait pour l'arrivée, je me souviens très bien, l'arrivée de nuit. On avait fait une arrivée de nuit et un départ dans la brume, de jour. Et l'arrivée de nuit, on avait ce phare de l'île Vierge, énorme aussi, assez grand, qui nous a guidés. Donc pareil, le phare de l'île Vierge, très symbolique de cette zone, et qui est justement, et ça éclaire même les hauts fonds, tellement les hauts fonds sont de partout, ils sont hauts et visibles. Parce qu'il y en a qui sont émergés, il n'y a pas que des hauts fonds immergés, mais il y en a qui sont aussi, il y a des cailloux de partout, quoi. Et il y a pas mal de marées aussi là-bas, donc prudence. Et il y a pas mal de courants. Donc voilà, c'est une zone assez incroyable, hein. C'est la zone quand même où la Manche se jette, enfin rencontre le golfe de Gascogne, et qui sont naturellement un petit peu dans des sens quand même plus ou moins contraires. Après il y a la bascule, hein, forcément la Manche part dans un sens et revient dans l'autre, mais à certains moments évidemment ils se retrouvent contraires. Et là, on se retrouve du coup au passage du Four et au passage du Raz de Sein. Donc on continue à longer l'ouest du Finistère, hein. On est vraiment à la pointe maximale du bout de la France, et de Finistère, d'où le nom. Et on arrive sur le phare du Four qui guide le Four. Et ça c'est, je regarde juste devant parce que je vois qu'il y a du blanc, et je regarde si c'est un goéland ou si c'est un casier. Ça a l'air d'être deux petits casiers, deux petites bouées. Je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemblent les casiers ici, si c'en est un. On va voir, on va passer sous le vent évidemment. On a une retenue de baume, donc pas de risque d'empannage. C'est peut-être un oiseau, c'est un oiseau je pense. C'est un oiseau. Donc nous en étions où? Donc le Four, hein, parce que ici en fait la spécialité c'est de mettre deux petites bouées blanches et pas de drapeau, mais des petites bouées vraiment ridicules, hein, de 10 cm3. Donc du coup ça ressemble énormément à un oiseau, puisque ça bouge un peu comme ça, les deux bougent un peu différemment. Donc voilà, j'aurai forcément l'occasion de vous en montrer. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il est joli par contre. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Regardez. Ah, je sais pas. Je pense pas que ce soit un fou. Mais c'est pas improbable. Enfin bref. Donc nous arrivions côte ouest, nord-ouest du Finistère. Si ça vous intéresse évidemment. Je vous invite à regarder, vous tapez Wikipédia liste des phares de France, et comme ça vous pouvez suivre aussi en parallèle les images de tous ces phares iconiques. Bien sûr j'en ai vu beaucoup plus, mais on va pas faire 2 heures là-dessus non plus. Donc on arrive au phare du Four. Le phare du Four, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie qu'à cet endroit-là, c'est là où il y a de grandes chances que c'est l'endroit où vous allez connaître le plus de courants. En tout cas moi c'est là où j'ai connu le plus de courants. Du
du courant dû au marais, hein. Même malgré Morbihan qui était quand même costaud. Mais c'est vrai que le passage du Four, c'est quand même assez impressionnant. Il y a le passage qui est juste à côté aussi, dont j'oublie toujours le nom parce que je crois qu'on l'a pris. Si on l'a pris une fois, je sais même pas si on l'a pris une fois, mais il y en a un qui est juste au nord-ouest. Mais le passage du Four, c'est celui qui est bien vertical, qui descend direct vers Brest et qui arrive sur les Pierres Noires, si je dis pas de bêtises. Les Pierres Noires, et qui portent très bien leur nom puisque ce sont le reste de Molène, les îles de Molène, qui se retrouvent coincées entre Ouessant et Brest. Toutes ces îles-là qui ont énormément de haut fond autour. Et du coup, un grand goulet qui passe, qui s'appelle donc le passage du Four. Un passage quand même réputé pour être très dangereux. On parle beaucoup du Ratsin, du passage du Ratsin, etc. Mais le passage du Four n'est pas à négliger non plus. Il est peut-être encore plus dangereux. Nous, on l'a vu de loin démonter. Depuis le bateau, depuis Saori, hein, on n'y est pas allé. On a fait tout le tour de Ouessant parce qu'on voyait bien qu'il y avait des vagues de 4 mètres qui faisaient que grossir plus on avançait vers le Four. Donc évidemment, on a fait tout le tour de Ouessant. Mais regardez des vidéos sur internet de ces passages là, que ce soit Ratsin, Ouessant, Saint et le Four, tous ces îles là et ces passages là, je vous invite à regarder, c'est d'une beauté, on va en reparler d'ailleurs, voilà, donc on a les Pierres Noires. Ça c'est si on décide évidemment de descendre et d'emprunter le passage du Four. Si vous décidez de faire le tour de Ouessant comme on a fait avec Saori, pour aller se protéger entre guillemets derrière Ouessant, pour que le vent et les vagues, la hauteur des vagues diminuent, on est passé évidemment devant le phare du Créache, je sais jamais, mais en tout cas un des phares iconiques, un des plus célèbres peut-être en France, voire si ce n'est le plus célèbre. Je ne sais pas quel est le plus célèbre. Il y a une petite course entre Cordouan, entre le Créac et encore peut-être 2-3 autres, mais c'est vrai que bon, il est dans la course, il est dans le podium, ça c'est sûr. Il est magnifique et il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de Chassiron qui a bercé mon enfance, qui se trouve au bout de l'île d'Oléron. Donc il y a un petit peu ce côté de frères jumeaux entre ces deux phares que j'aime beaucoup, hein, notamment parce qu'ils ont des bandes horizontales blanches et noires, hein, surtout. Mais c'est vrai qu'ils ont ce petit côté là où quand vous êtes au bout de Chassiron ou au bout d'Ouessant, vous savez que c'est un endroit et il faut être extrêmement prudent, voilà, extrêmement prudent. Je surveille sous mon génois que tout aille bien et tout va bien. Écoutez, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que là on n'a pas fait beaucoup on n'a pas descendu beaucoup, mais c'est tellement incroyable comme endroit, hein. Ça laisse des souvenirs à vie, hein, chez un marin de passer dans ces zones là. Je vous recommande beaucoup de prudence et vraiment ce sont des zones qui sont réservées, conseillées à des marins aguerris. Donc du coup vraiment y aller avec prudence. Par contre si vous connaissez, encore une fois, hein, c'est toujours le même discours, si vous savez ce que vous faites, que vous avez connaissance des choses, que vous respectez, que vous y allez par petits coefs, que vous vous présentez au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, vous allez pouvoir, comme ça s'est passé avec Saori, se passer tout en douceur et vous allez voir aussi des choses, pouvoir passer et aller découvrir ces endroits merveilleux en toute humilité, sans faire du rascaillou et en profitant justement du courant, parce que ce courant là il peut être très dangereux, il peut être un ennemi entre guillemets si on le respecte pas. Mais si on l'anticipe, qu'on le respecte et que gentiment on vient l'utiliser avec humilité, en se présentant au bon endroit et en respectant les bons horaires, là il va vous pousser comme un tapis roulant et va vous guider sans effort jusqu'au bon endroit. Donc c'est aussi une vraie symbiose dans ces moments-là avec la nature, avec le bateau, avec le courant, avec la mer. Pareil, vent contre courant, etc. Méfiez-vous aussi de cela. Voilà, il faut qu'il y ait cette symbiose, qu'au moment où vous vous présentez devant ces passages-là, le vent soit dans le sens du courant,
que le courant soit avec un petit coef et que vous présentiez à la bonne heure pour être dans les 1/12e, 2/12e, mais pas arriver toujours, voilà. Après, si c'est un endroit que vous connaissez bien, etc., et que vous avez déjà passé plusieurs fois, rien ne vous empêche d'en profiter, peut-être de passer dans des conditions un peu plus intenses, mais en tout cas jamais vent contre courant, face au courant avec 80-90 de coef, quoi, parce que ça mène à rien et vous allez juste faire marcher à reculons, comme on a déjà vu, hein. On avait déjà vu dans une course, alors je ne saurais laquelle, mais j'avais vu des images fantastiques sur internet où ils passaient cette zone là, c'était un peu plus haut, je crois que c'était vers les îles New Guernsey, etc. Je crois que c'est vers là-bas là aussi, il y a un passage qui est incroyable niveau courant. Et je vérifie, toujours tout est bon. Et on voyait les bateaux faire du surplace, alors que c'était des bateaux de course, c'était des, je ne sais plus, ils étaient grands, c'était au moins des Figaro 3 si ce n'est plus. Et on les voyait faire du surplace, c'était vraiment impressionnant. C'était peut-être même des IMOCA. Enfin voilà. Donc pour éviter de se retrouver, eux ils étaient en course, donc ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils fassent au plus vite. Mais en tout cas, vous, si vous pouvez anticiper, préparer au mieux vos marées, etc. Ben, à quelques heures près, ça peut être du surplace, comme vous êtes tranquillement sur un petit tapis roulant qui vous glisse vers destination. On continue. Donc le Créac c'est fait, Pierre Noire c'est fait. Donc après, il y a le Petit Minou, il y a celui de le phare qui donne l'accès au goulet de Brest aussi, qui est assez iconique. J'ai plus son nom, devant lequel on est passé des dizaines de fois, qui à chaque fois surveille et donne l'accès à l'entrée de la rade de Brest. Et par la suite, vous descendez. Alors le phare Armen, qui est bien connu, il y a même une régate qui porte son nom. Qui est donc au beau milieu des cailloux à l'ouest de l'île de Sein. Moi j'y suis jamais allé, j'ai jamais fait le tour de ces cailloux là, de Sein, parce que c'est vraiment, il y a quand même beaucoup de cailloux, donc il faut partir assez loin. Donc j'ai jamais eu l'occasion de faire ce tour là. Par contre, quand on est revenu de notre traversée de la Manche et qu'on était de nuit entre Sein et Ouessant et qu'on rentrait pour aller à Douarnenez, donc on faisait une route vers le sud-est. Et là, le phare d'Armen nous a guidés pendant un long moment, pendant une bonne partie de la nuit. Après, pendant la fin de la nuit, puisqu'on a passé une bonne partie de la nuit quand même dans la tempête, dans la Manche. Mais après, par la suite, on avait quand même le phare qui nous guidait, donc c'était quand même très rassurant, voilà, de se retrouver à cet endroit là. C'est incroyable parce que les phares ils portent à 20 000, 25 000, etc. C'est assez énorme, et il y en a de partout. Il y en a sur Ouessant, il y en a sur Molène, il y en a sur il y a le phare de Saint-Mathieu, il y a le phare de la Vieille, justement, on va y venir, et il y a le phare d'Armen. Donc ça fait vraiment, ça tourne dans tous les sens et c'est magnifique. Voilà, si vous avez l'occasion, cet endroit là, ça s'appelle la mer d'Iroise. C'est incroyable. Voilà, moi c'est un de mes meilleurs souvenirs de marin pour l'instant, et qui restera. Je surveille hein, toujours mes petits casiers, si c'est des oiseaux, si c'est des casiers, si c'est des bateaux. Pour l'instant c'est bon, il y a juste un bateau au loin. Donc c'est vraiment cette mer d'Iroise, donc c'est de Sein à Oufour, c'est tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure. C'est sublime, c'est protégé, c'est surveillé, etc. C'est entretenu au niveau des fonds, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est sublime. De nuit, avec tous les phares comme ça, c'est sublime. Sublime. Voilà, mais méfiez-vous, c'est encore des endroits quand même où vous pouvez vous retrouver rapidement. Que ce soit le Goulet, pour rentrer à Brest, il faut y se présenter à la bonne heure. Monter vers le nord, le Four, il faut se présenter à la bonne heure. Descendre vers le sud, passer Radecin, il faut se présenter à la bonne heure. Il reste Douarnenez, mais alors là, pour aller à Douarnenez, c'est 5-6 heures de navigation pour traverser cette sublime baie de Douarnenez dont je vous ai maintes et maintes fois parlé, puisque pareil, ça reste pour moi l'endroit, the place to be pour un voilier. Un voilier a toute sa place dans cette baie. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, comment, etc. Mais c'est merveilleux, il n'y a pas un haut fond.
C'est peut-être une des seules zones de Bretagne ou du littoral atlantique français où il y a pas de... Vraiment, ça descend à pic, parce que les falaises descendent à pic dans l'eau. Donc du coup, c'est assez tranquille pour la navigation et c'est sublime. Il y a des falaises de partout. De toute façon, je vous invite, il y a des vidéos sur ma chaîne là-dessus. Je vous invite à les regarder, à les redévorer, même si vous les avez déjà vus. C'est toujours, même moi, ça m'est arrivé de les re-regarder ces vidéos-là, tellement elles sont source d'inspiration et d'émotion pour moi. On continue. Donc on va pour passer le Ratsin. On arrive Finistère Sud et le Ratsin évidemment qui est protégé par, qui est surveillé en tout cas par le phare de la Vieille, voilà, bien réputé, où là on voit des photos. En veux-tu, en voilà, avec on voit cette pointe du Raz comme ça avec le phare de la Vieille, et entre le phare de la Vieille et la pointe du Raz, vous voyez ces courants là comme ça qui s'inversent. Je vous invite même à regarder des time-lapse, donc vous savez, des vidéos en accéléré du phare de la Vieille avec la pointe du Raz comme ça, et vous voyez le courant qui se dessine dans un sens, qui se redessine dans l'autre, qui se redessine à chaque bascule. Vous le voyez, c'est incroyable. Et logiquement, au moment de la bascule, vous êtes censé voir quelques petits bateaux qui passent juste à ce moment-là, qui se fait guider par soit le tout début du courant, soit la toute fin du courant. En tout cas, je vous invite à regarder par curiosité, quoi, pour voir l'impact de ces bascules de marée. On ne peut pas le voir mieux qu'à cet endroit-là, quoi. Hop. Bon, sans être jamais allé en Manche, à Saint-Malo et compagnie, donc forcément. Mais en tout cas, on peut le lire. Là, pour le coup, on peut vraiment le lire, le voir. Et notamment, il y a des pêcheurs qui, avec des tout petits bateaux à moteur, viennent pêcher au milieu de ces remous là, où c'est infernal, ça bouge dans tous les sens. On n'a vraiment pas envie d'y aller. Et eux, ils se mettent au milieu là, à la ligne, et comme ça, ils pêchent des bars, les meilleurs bars de la région. Voilà, donc voilà, vous avez toute l'histoire du Ratsin. Maintenant, on traverse le Ratsin. Le Ratsin nous laisse passer. On traverse toute la baie d'Audierne qui est merveilleuse. Et on arrive vers Concarneau, Port-la-Forêt, le Guilvinec. Tous ces endroits merveilleux que je vous recommande aussi d'aller visiter, même si vous n'avez pas l'occasion d'y aller en voilier. Vous pouvez même y aller en voiture. Ces endroits-là, ça vaut vraiment le coup. Le Concarneau, la petite ville et tout, c'est vraiment superbe. Et c'est des coins qui méritent d'être vus. On va pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais on va continuer à se diriger. On part toujours au sud-est. On continue notre direction vers le sud de la France. Pour l'instant, on est sud-est et on se dirige vers l'île aux Moutons, qui se trouve au milieu de l'archipel des Glénans aussi, ce phare qui est assez joli. Le phare de l'île aux Moutons, parce qu'on était parti sur les phares à la base. Superbe. Attendez, je vais vous poser 2 secondes, je vais aller boire un coup. Vous savez quoi? Comme ça, on va pouvoir continuer à parler tranquillement. Il est bon, par ce temps-là, de s'hydrater. Voilà, bah écoutez, on file toujours au bon cap, et en plus de ça, on est toujours à plus de 4 nœuds, donc c'est très bien. Voilà, on croise les doigts que ça mollisse pas tout de suite. Donc nous étions à l'archipel de Glénan, qui se trouve juste en face de Concarneau, au sud je pense sud-sud-ouest, je pense, de Concarneau. Alors là, pour y aller, prudence. Prudence, parce que déjà, il ne faut pas avoir une quille trop longue. Et il faut bien regarder
les endroits où vous pouvez passer, où vous ne pouvez pas passer. Il faut regarder la marée, il faut regarder le coef, etc. Parce que là-bas, ça se joue à quelques dizaines de centimètres, hein, à cet endroit-là. En tout cas, là, nous, on est passé. On a bien réfléchi notre parcours. Et ça se joue à pas grand-chose. L'eau, là-bas, est turquoise, transparente. Donc, on voyait les cailloux au fond de l'eau. Mais du coup, bah, c'était pratique parce qu'on pouvait suivre le petit chemin de sable et le petit chenal qui faisait le tour de tous les cailloux qu'on voyait alors qu'ils étaient à 2 mètres immergés sous l'eau, quoi. Donc c'était assez impressionnant alors que vous êtes quand même un endroit qui n'est pas réputé pour être l'eau la plus calme qui existe au monde, quoi. Vous êtes vraiment au bout du Finistère, en plus de ça au milieu de l'eau. Donc je pense pas que l'eau soit turquoise tout le temps. Je pense qu'il y a des moments où elle doit être bien agitée. Mais en tout cas, nous, quand on est passé, c'était assez impressionnant, hein. C'était vraiment sublime. Je vois si je peux pas rajouter un petit degré. Hop, voilà. Alors, du coup, pour continuer, après, par la suite, bah écoutez, il y en a quand même pas mal. Il y a le phare de la pointe des Corbeaux. Est-ce que ça, c'est déjà l'île Dieu? Ouais, c'est déjà l'île Dieu. Donc, l'île Dieu, ça fait quand même une bonne trotte. Après, est-ce qu'il y a des phares iconiques? Il doit y en avoir que j'ai zappé. Mais des grands phares comme ça, j'en ai pas plus. Même d'ailleurs, le phare des Corbeaux, il est pas exceptionnel. Et du coup, on continue à descendre. Et là, on arrive où? On arrive à la maison mère. On a fini de faire du sud-est. Et on arrive à la maison mère, la base des bases. Chassiron, le plus beau phare de France. Oserais-je le dire? Je sais pas. En tout cas, c'est sorti, c'est dit. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis en totale subjectivité. Donc voilà, Chassiron, il est superbe, il est toujours bien entretenu, il est tout magnifique, il est tout que ce soit le phare de loin, il est incroyable. La zone autour de Chassiron, qui est une des zones les plus dangereuses au niveau des hauts fonds de France, qui est pareil, qui est superbe, avec son petit frère Antioche qui est juste à côté. À l'intérieur, on peut le visiter, monter, vous arrivez en haut, vous voyez toute l'île d'Oléron, que ce soit la partie continentale ou la partie sauvage. Ça c'est exceptionnel. Cette petite balade, vous avez une petite balade au pied du phare, petit jardin, il y a des petites vignes, il y a des petits trucs, il y a des petits sites, on voit que c'est tout entretenu. Et tout autour, vous pouvez vous balader et vous avez tous les vents, nord, sud-est, ouest, mais aussi nord-ouest, sud-ouest et aussi nord-nord-ouest, sud-sud-ouest. Il y a tous les vents qui sont écrits avec les spécificités de s'il va y avoir, si ça signifie mauvais temps, si ça signifie, qu'est-ce que ça signifie, tout ça avec écrit, avec un petit peu de poésie et tout. Enfin, c'est juste incroyable, hein. C'est vraiment un bel endroit à découvrir. J'oublie aussi le phare des baleines et les baleineaux, qui sont à peu près la même chose, dans un style totalement différent, mais qui servent un peu à la même. Je vois que ça. Hop. Qui servent un petit peu à la même chose à la pointe de l'île de Ré, hein, qu'on a donc passé. Et par la suite, on continue. Cette fois-ci, ça va être plein sud, 180. Et on va descendre vers les Pyrénées-Atlantiques, hein, ça va être notre but. Mais avant cela, on va passer devant un des plus grands phares, hein, pareil, hein, je pense qu'il fait partie du top 3. Parce que je crois que c'est le premier, si je dis pas de bêtises, ou un truc... Enfin, là, je veux pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, c'est un des phares les plus importants, vu qu'il y avait carrément la chambre du roi à l'intérieur. J'imagine qu'il n'y est jamais venu, mais en tout cas il avait une chambre là-bas. Et donc c'est bien évidemment le phare de Cordouan qui trône en plein milieu de l'estuaire de la Gironde et qui donc n'éclaire pas trop de cailloux, puisque là-bas c'est surtout des bancs de sable. Il y a quand même un banc sur lequel il est posé qui est assez haut. Je sais pas s'il y a un estran, je crois qu'il y a un estran
Je suis pas sûr qu'il y ait d'île de mémoire. De mémoire, à marée basse, il y a plein de trucs qui se découvrent. Mais je crois qu'à marée haute, tout est couvert. Donc, ou peut-être quelques bancs de sable, etc. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est pas très rocailleux, mais c'est surtout, bon, bah, déjà les bancs de sable, et puis surtout que ça prévenait de l'entrée, où était l'entrée de l'estuaire de la Gironde, avec d'un côté Royan, de l'autre côté le Médoc, avec Port Médoc, etc. Je vous ai fait les vidéos, je vous ai emmené tout là-bas. Je vous ai emmené tout là-bas, je voulais filmer ce phare. D'ailleurs, vous l'avez vu récemment, cette vidéo. Quoi d'autre? Et ben après, on continue, on descend. Alors là, il y a moins de ports, il y a moins de côtes, il y a moins de cailloux. Je vous avouerai qu'à partir de là, il y a moins de phares. Puisque là, il y a les Landes, et les Landes, c'est déjà beaucoup moins rocailleux. On parle de kilomètres et de kilomètres et de kilomètres de plage, de sable, avec derrière cette forêt des Landes, évidemment, bien connue, bien réputée. Et donc, on arrive quand même, peut-être au niveau de Arcachon, il y a le Cap Ferret. Cap Ferret qui nous guide, qui m'a guidé toute une nuit pour aller en direction des passes d'Arcachon. Donc bien utile à ce moment-là. Pas forcément des plus somptueux. Excusez-moi hein, pour ceux qui... Enfin voilà, mais c'est vrai qu'il y en a quand même... il y en a quand même qui sont sublimes, quoi. Vraiment sublimes, on va y revenir. Cordouan, il est particulier, je l'ai jamais vu de près. Ah, attendez, bougez pas.
Re tout le monde. Alors, est-ce que ça filme toujours? Oui. Alors du coup, c'était un petit panne. Donc forcément, je suis obligé. Mon rôle à ce moment-là, c'est de prendre le premier carnet qui vient, prévu à cet effet, si possible, et de noter maximum d'informations que vous arrivez à comprendre. Parce que de base, à travers une radio, c'est toujours assez compliqué de bien entendre. Et là, la petite particularité, c'est que c'est tout en espagnol. Et forcément, une langue que je ne parle pas. Donc forcément, ça rajoute un petit peu de la difficulté. En tout cas, j'ai un pan, j'ai un bateau de couleur blanche. Engine, donc j'imagine que c'est un bateau à moteur. Et après, j'ai eu 105... Il y a 3 personnes à bord. Je n'ai pas le motif de la pan. J'ai 150 numéros, j'ai l'immatriculation du bateau, j'imagine. J'ai un numéro de téléphone à appeler. Donc j'ai noté 12 milliards de numéros. Par contre, j'ai ni latitude ni longitude. Oh, là, vous l'avez vu le fou là? Incroyable. Non, il est trop loin, vous voyez pas. Incroyable. Pile là où filme la caméra, il y a un fou qui vient de plonger, mais direct quoi. Il était d'ailleurs toujours pas ressorti. Et donc voilà, donc écoutez, vous notez le maximum. Elle l'a répété, donc j'ai corrigé un petit peu les numéros, etc. J'ai pas compris le motif et j'ai pas entendu de longitude, de latitude. Alors que normalement c'est le premier truc à noter, c'est la longitude, la latitude. Comme ça vous savez si c'est proche de vous ou pas, à quelle distance c'est, si c'est accessible pour vous à portée de moteur rapidement, ou si c'est à 8 heures derrière vous ou même devant vous, et que c'est enfin selon ce que c'est, etc. Voilà, il faut savoir aussi mais bon, là c'était all station. Donc all station, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est à tous les navires, donc ça me concerne. Donc là on me parle directement au final. Voilà, écoutez, j'ai noté, je réécouterai s'il y a un appel. En tout cas, je fais ma veille sur le 16, voilà, parce que c'est important d'avoir sa veille sur le 16 pour pouvoir aider les copains s'ils ont besoin. Pan qui est donc le degré en dessous d'un Mayday, qui là pour le coup met de la vie en danger des personnes. Voilà, maintenant on peut avoir des pan assez dangereux comme voilà, on peut avoir des pan déjà qui sont déjà très compliqués, mais après voilà, donc du coup on reste attentif et on écoute d'une oreille la VHF. Voilà, donc pareil, je vous ai pas emmené à l'intérieur du bateau parce que ce sont si c'est des moments de détresse, c'est des moments intimes au final, que déjà on partage sur la VHF. C'est une chose, c'est l'endroit pour, c'est le lieu pour, on est bien content de pouvoir le faire. Maintenant, on n'est pas envie que ça finisse forcément sur YouTube, pas et contre notre gré. Donc sans en avoir ni même la connaissance. Donc je trouve que ça se fait pas. Donc je préfère écouter, faire mon boulot de capitaine à ce moment-là et noter consciencieusement tout, que d'animer une vidéo et de vous montrer à quoi ça ressemble. En tout cas, c'est tout en espagnol et on comprend que dalle. C'est déjà compliqué, même en français c'est compliqué, vraiment. Selon qui parle d'où, selon etc. Ma VHF reçoit quand même plutôt bien. Et quand je suis prêt, ça capte nickel, etc. Quand vous êtes loin, c'est toujours forcément moins agréable. Mais en tout cas, c'est déjà assez compliqué d'entendre quelqu'un qui parle à une radio, même quand vous entendez bien la radio, parce qu'il y a ce côté un petit peu, déjà il y a le one way, plus le côté où ça traverse une radio, et donc c'est pas forcément aussi limpide qu'avec un téléphone, quoi. Voilà. Bah écoutez, où en étions-nous? Nous en étions, je voulais changer un peu le plan. Hop. Donc nous en étions au phare de Cordouan. On a passé le Cap Ferret, qui est donc l'entrée du bassin d'Arcachon, et on se dirige vers un tout petit phare, mais qui petit mais costaud, on va dire. C'est le phare de Cap-Breton qui protège l'entrée du chenal de Cap-Breton. Arrivé, vous n'êtes pas encore dans les Pays Basques, mais ça en a tout l'air en tout cas. Mais bon, on va pas les froisser. Mais en tout cas, on est dans la fin des Landes, si j'ai bien compris. Mais déjà, ça sent bien le sud.
Et donc arrive le petit phare de Cap-Breton qui lui vous indique l'entrée du chenal, qui est un des chenals les plus difficiles de tout le parcours que je vous ai annoncé, hein. Il y en a des chauds, hein, quand même. Il y a celui de Bourgenay de mémoire qui est assez chaud. Il y a celui de Cap-Breton. Et après, je crois qu'il y a celui d'Audierne aussi. Celui d'Audierne, il était particulier. Il est tout fin. Et nous, on était dans la brume totale. Donc, c'était assez incroyable. La brume éclairée par les lumières de la ville. C'était un tableau. C'était un tableau, je ne saurais comment vous dire. C'était tout calme. Et la brume de partout. Et on était juste illuminés par nos caps. Parce qu'il y a quand même des alignements à respecter, prévu à cet effet, mais avec les petites lumières de la ville blanche et jaune, là c'était magnifique. Cap-Breton, voilà, bon, pas un phare des plus iconiques non plus, mais voilà, petit mais costaud, ça porte bien son nom. Par la suite, voilà, on arrive à Hendaye, et là, bon, des phares, évidemment, j'ai dû en zapper une centaine, et là je vais en zapper encore une centaine par rapport à là où je suis présentement, mais je vais vous faire quand même les principaux. Il y a la tour d'Hercule à la Corogne, évidemment, qui est très très connue, qui je crois sert de phare. J'ai le doute maintenant. Oui, je pense sert de phare. Donc il y a la tour d'Hercule qui se trouve à la Corogne. Le long de la côte nord espagnole, on avait des phares à chaque cap, hein. Des caps, il y en a une ribambelle, mais rien de spectaculaire. Après, qu'est-ce que j'oublie? J'essaie de pas oublier, hein. Mais là on a donc le phare de Chipiona qu'on a vu ce matin, qui était sublime, qui protégeait Séville. On va arriver au cap de Trafalgar cette nuit, avec j'imagine un phare en son extrémité. Et voilà, et par la suite Gibraltar, etc. Donc voilà, j'en ai zappé beaucoup en Espagne et en Portugal, je sais même pas si j'en ai cité un. Après, ici, il y a le phare de Sagres quand même, qu'on peut citer, qui est le dernier cap avant de passer dans cette grande baie de Gibraltar là. Donc il y a le phare de Sagres, je n'ai pas le nom. Je les ai vus en fait, j'ai regardé un petit peu, etc. Et c'est vrai que esthétiquement parlant, c'était pas les plus mémorables, on va dire. Voilà, ils ont chacun leur charme, etc. hein. Même si c'est des maisons, même si c'est des je vérifie sous mon génois, même si c'est des maisons, même si c'est des trucs un peu anguleux ou quoi que ce soit. Donc c'est pas forcément le phare iconique tel que on peut l'imaginer, comme Chasseron peut l'être. Ils ont tous leur charme, etc. Donc il y a vraiment, moi je vous donne ce qui me revient comme ça quand rien que le Wolf Rock, il est moche qu'il en peut plus, mais quand vous le passez, là, vous avez l'impression d'être voilà. Et puis après, bon, il y a le Fastnet qu'on n'a pas eu l'occasion de voir malheureusement, parce que là c'est en Irlande, c'est un peu plus loin, c'est au sud-ouest de Baltimore. Mais qui sait, un jour peut-être, si on remonte là-haut, on verra. Pour l'instant, on va aller voir un petit peu les phares de Méditerranée. Et puis voilà, j'espère que cette petite balade vous a plu. L'idée c'était de vous remémorer un petit peu que de moi émergent quelques souvenirs, quelques passages comme ça. Voilà, vous avez c'est un peu parfois décousu, mais on a quand même suivi un petit peu cette ligne, hein, de partir des Scilly et d'arriver jusque là où on est présentement. Et voilà, avec quelques anecdotes par-ci par-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, petite balade, ces phares, ils nous guident. C'est vraiment des guides dans la vie de marin pour un bateau, de jour comme de nuit. Il nous permet de faire des alignements, il nous permet de faire des calculs, de savoir à quel gisement on se trouve, etc. Et tout ceci est de nuit, c'est notre seule lumière dans la pénombre. Donc on se prend un peu d'affect aussi pour ces tas de cailloux qui
contrairement à un château d'eau, bah, on peut-être, bon, il peut y avoir une symbolique avec le château d'eau aussi, vous me direz, mais grosso modo, ouais, une tour d'une cheminée ou un poteau électrique ou une éolienne ou ce que vous voulez. Bon bah voilà, ces tas de cailloux là, ils ont une petite âme. Voilà, en plus de ça, il y avait une âme qui vivait à l'intérieur auparavant. Donc peut-être qu'il reste une petite âme à l'intérieur de tous ces phares. Voilà. Bah, écoutez, hein, je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer là-dessus. Et puis je vous retrouve une prochaine fois, peut-être pour étudier un petit peu ce cap de Trafalgar. Et puis je vais étudier d'ici là. Est-ce qu'on dit un coup de Trafalgar pour cet endroit-là? Et est-ce que, si oui, est-ce que c'est par rapport à la ville de Trafalgar? Ou s'il y en a une? Ou est-ce que c'est vraiment une histoire de marins et de méchanceté de ce cap? J'ai vu qu'il y avait des remous à certains endroits. J'ai calculé une route assez safe, que ce soit assez, pardon, assez, même complètement sécure. J'ai plus le mot en français. Pour passer, que ce soit à marée haute et marée basse. Donc du coup voilà, moi je vais retravailler un petit peu tout ça, je vais me renseigner sur ce coup de Trafalgar et puis on se retrouve plus tard pour en reparler. À bientôt, bye bye. Saori file tranquillement, regardez, il n'y a pas une vague, qu'est-ce que vous voulez? On file gentiment, c'est pas mal pour faire de la distance au final, au moins on a le bon cap, on n'est pas chahuté et on peut profiter, voilà. Je vous embrasse, bye bye.